Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là pour vous parler, en fait, à la fois du CRM et puis d'un cadre un peu plus large dans lequel il s'inscrit, hors duquel, d'ailleurs, il est difficile à comprendre. Ce cadre, on va l'exprimer d'une manière simple. Nous explorons ce qu'il se passerait si demain, les individus avaient la possibilité d'utiliser, comme vous, les entreprises, les données dont vous disposez à leur sujet et de les utiliser à leurs propres fins. C'est ça, en gros, la perspective dans laquelle nous nous situons, dans laquelle va se situer ensuite l'idée de VRM, de Vendor Relationship Management, conçue par son inventeur, ou en tout cas celui qui en a inventé l'expression, parce que le VRM en soi est en train de s'inventer, qui est Doug Search. On va y revenir. Deux mots quand même sur d'où ça vient pour nous et puis éventuellement pour un certain nombre d'autres personnes dans le monde. Pour nous, Fing, il y a maintenant déjà 4 ans, nous publions un petit bouquin sur les questions d'identité numérique et où nous nous posions une question que je pense beaucoup d'entre vous vous êtes posée, qui est comment ça se fait que les gens qui, dans les dîners en ville, quand ils échangent entre eux, se disent volontiers, qu'ils se sentent fichés, que les entreprises et les administrations en savent trop sur eux, font des choses pendables à partir de leurs données, ne leur disent pas tout, etc. Comment se fait-il que ces gens qui sont donc visiblement inquiets semblent ne jamais prendre de mesures pour se protéger d'aucune manière, semblent vous fournir les données que vous leur demandez sans trop rechigner, semblent partager tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et c'est tellement présent comme question, et depuis tellement longtemps d'ailleurs, que ça a un nom, ça s'appelle le paradoxe de la vie privée, le privacy paradox. Et alors on a voulu le creuser un petit peu, on l'a creusé d'abord en montrant que les gens ne faisaient pas autant n'importe quoi qu'on le pensait sur les réseaux sociaux, mais c'est une autre histoire qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Mais on avait posé à ce moment-là une autre question. Le problème quand même, c'est que qu'est-ce qu'on propose aux individus autour des données personnelles? On leur dit, on va vous donner du temps, on va vous demander du temps, et on va vous donner des outils, et puis on va vous informer, et puis on va essayer de vous former pour vous protéger. C'est un peu comme si vous formiez les gens à conduire pour leur dire, comme ça, vous allez pouvoir savoir boucler une ceinture de sécurité. Mais il ne faut pas faire autre chose. Hein. La clé, là, il ne faut pas la tourner. Hein. Voilà. La seule option qu'on donne aux gens, c'est de se protéger à partir de ces données, et pas de faire quelque chose de ces données-là. Dans la vie, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne vous levez pas le matin en vous disant « Comment je vais me protéger de toutes les choses affreuses qui pourraient m'arriver ?» Si vous allez bien, en tout cas, vous allez vous lever le matin en vous disant « Qu'est-ce que je vais essayer d'accomplir ? Comment je vais faire quelque chose que je dois faire, ou que je veux faire, ou qui m'inspire, ou que sais-je ?» Et éventuellement, chemin faisant, vous allez vous montrer prudent, ou vous allez vous montrer peut-être très intolérant vis-à-vis de choses qui vous empêchent d'aller dans la direction dans laquelle vous allez. Mais ce qui compte, c'est d'aller quelque part, c'est d'avancer. Or, ce n'est pas ce qu'on fait autour des données personnelles. Et nous avions montré à ce moment-là qu'on avait tort de séparer la protection de l'individu de la projection de l'individu, et que si on commençait à donner des possibilités aux individus de faire des choses avec leurs données, et pourquoi pas, si ces données ont de la valeur pour vous, entreprise, vraisemblablement, elles pourraient avoir de la valeur pour les individus. La même, probablement. Se connaître, revenir sur son passé, se comparer au reste du monde, se comparer à des acteurs semblables, simuler des décisions possibles, prendre des décisions, adapter ces décisions aux interactions et au monde face auquel on se trouve. C'est ce que vous faites tous les jours à partir des données. Vous essayez de vous doter de capacités, de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux adapter vos propositions et de regarder le plus longtemps à l'avance. Voilà. Donc pourquoi pas du côté des individus. Et puis, l'année suivante, on travaillait sur le thème de la confiance. Et pour le dire assez rapidement, d'une manière simple, les entreprises avec lesquelles nous travaillions à ce moment-là nous disaient plusieurs choses autour de la confiance, et nous disaient qu'en particulier, l'industrialisation de la relation client avait assez gravement endommagé une forme de confiance relationnelle, le sentiment de la part des individus qu'ils avaient dans les entreprises un interlocuteur. Il nous disait, au fond, ce que nous disent les gens, on avait par exemple beaucoup de banquiers, alors on était dans une période difficile pour les banques, hein, c'était juste après le début de la crise, ou pas très longtemps après, en tout cas en France. Et donc nous avions des entreprises qui nous disaient
au fond, on s'est beaucoup équipé pour connaître les clients et on essaie d'utiliser cette connaissance pour faire des choses sans avoir à leur parler, sans avoir à échanger avec eux. Et à un moment, ils le remarquent, et ça se traduit non pas par une fuite, non pas par une défiance active de gens qui nous veulent du mal, ça se traduit tout simplement par une baisse de la fidélité, par une baisse de l'attachement aux marques, par une montée de comportements opportunistes. Et nous étions, par exemple, à l'époque, ou juste après le moment où les opérateurs téléphoniques avaient dû se poser la question, vais-je répercuter sur mes tarifs l'augmentation de la TVA qui avait été contrainte par les règles européennes. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Ils auraient pu, bien sûr, ils ne se mettent jamais d'accord, mais malgré tout, ils auraient pu ne pas se mettre d'accord pour les répercuter tous. Aucun d'entre eux ne l'a fait tout simplement parce qu'en le faisant, ils permettaient à leurs clients de sortir des contrats de 12, 24, 36 mois dans lesquels ils étaient enfermés. Et tous savaient qu'ils n'avaient construit aucun attachement à la marque, et donc ils avaient 100% de clients qui n'attendaient que l'occasion de repartir sur le marché pour trouver le meilleur tarif et évidemment le meilleur téléphone. Ce qui est exactement le contraire de la fidélité. Alors c'est embêtant parce que quand même la raison pour laquelle nous avons investi en CRM, revenez, si vous l'avez lu, à votre Pepper & Rogers, le one-to-one marketing. La raison pour laquelle on a aussi lourdement investi dans le CRM, c'est la fidélisation. C'est d'arriver à reproduire les conditions d'une relation individualisée dans un contexte de masse. C'était à ça que ça servait. Si à un moment cet investissement se retourne contre son objectif, nous avons un problème. C'était ça l'origine de ça. Et puis, bien sûr, en plus, aujourd'hui, une méfiance qui devient active dans un certain nombre de domaines. Et on voit que l'actualité est pleine à la fois de Snowden, mais aussi de discussions sur les conditions de Facebook, de discussions sur les grands acteurs de l'Internet, de Do Not Track, etc., et bien sûr de travaux sur les réglementations européennes. Donc quelque chose est en train de se passer, mais quelque chose est en train de se passer sous l'angle de la résistance, ce qui d'un point de vue citoyen est très positif. Du point de vue du commerce, ce n'est pas tout à fait la même chose. On espère que le commerce, c'est un dialogue. Quelqu'un d'un commerce agréable, c'est quelqu'un avec lequel on a plaisir à échanger. Et ce n'est pas un hasard si c'est le même mot. Le commerce est un dialogue. Ce dialogue est cassé, et si aujourd'hui les individus ou les institutions n'ont pour seule attitude possible que de s'opposer à vous, entreprise, eh bien c'est mauvais pour le commerce. C'est une mauvaise idée, et c'est une mauvaise idée contre laquelle il faut que vous réagissiez. Et ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit petit à petit se dessiner une autre voie dans un certain nombre de pays, pas beaucoup d'ailleurs, avec l'aide d'un certain nombre d'entreprises, pas encore un très grand nombre. Tout cela s'esquisse aujourd'hui, mais commence un petit peu à faire système, et pour le montrer d'une manière pas suffisamment simple encore, mais c'est tout neuf, et en plus vous ne voyez absolument aucune des nuances de gris, donc ça ne va pas vous aider beaucoup. Mais en gros, commence à se dessiner un univers dans lequel, d'un côté, les individus s'approprient, ou en tout cas on imagine qu'ils le font, et dans un certain nombre de cas ils le font pour de vrai, s'approprient avec l'aide des entreprises avec lesquelles ils sont en relation, ou sans leur aide, des données dont ils peuvent avoir besoin pour leur propre compte, d'abord. C'est ce qu'on va trouver tout en haut à gauche. Et ça se traduit par des choses qui peuvent être tout à fait simples. Alors, par exemple, la quantification de soi, le quantified self, il y a 5 ou 6 ans, nous commencions à voir des petites communautés de gens qui échangeaient autour de ces sujets-là, qui mesuraient leur rythme de sommeil, le nombre de kilomètres qu'ils avaient courus, leur battement cardiaque, etc., qui mettaient ça sur des tableurs, qui en faisaient des graphiques, qui partageaient ça sur le web. On disait c'est un peu curieux quand même, ils n'ont pas mieux à faire. Aujourd'hui, vous rentrez dans un Décathlon, un Darty, vous avez des rayonnages entiers d'appareils pour les coureurs, pour les nageurs, pour les cyclistes, et vous commencez à avoir un peu partout des appareils qui vont bien plus loin, qui deviennent
des véritables petits laboratoires médicaux associés à un marché d'apps qui se développe rapidement, qui commence à travailler avec des assurances. Et vous avez une première proposition aujourd'hui d'AXA qui vous propose de vous acheter le petit Pulse de Withings en bas en contrepartie, si vous faites suffisamment de pas, d'une réduction sur l'assurance. Donc tout cela commence à exister aujourd'hui du côté, donc dans le monde de la forme, du bien-être, etc. Et donc, vous avez là une première manifestation tout à fait inattendue. Je ne connais pas d'analyse du marché qui racontait ce développement industriel il y a 5 ou 6 ans, pas plus les nôtres que d'autres, d'un marché sur lequel les gens payent, alors qu'on dit qu'ils ne payent jamais, sur lequel les gens payent pour produire des données pour leur propre compte. Et puis vous avez quelques autres trucs. Vous avez les agrégateurs de comptes financiers qui vont aller balayer, scraper les données sur les pages web des banques qui ont toutes retiré des choses qu'elles avaient il y a 10 ans, qui étaient du téléchargement de fichiers sous forme de données pour pouvoir utiliser ces comptes. Elles les ont toutes retirées, ou presque. Hein, c'était possible il n'y a pas très longtemps, mais ça ne l'est presque plus aujourd'hui, en tout cas avec celles avec lesquelles on travaille. Donc il faut aller piquer ça sur les pages web pour le ramener sous la forme d'un fichier relativement homogène. Heureusement, les écritures bancaires, c'est à peu près standardisé, donc ce n'est pas très difficile, pour pouvoir ensuite gérer ces avoirs financiers d'une manière globale. Et puis vous avez des gens qui vont vous proposer de scanner des factures, de lire les factures PDF que vous recevez, etc. Donc il y a un mouvement petit aujourd'hui, mais de récupération des données par les individus pour en faire des choses, pour se simplifier la vie, pour mieux se connaître, etc. Ça, c'est un univers que nous, on appelle facilement celui du self-data. Je me sers de mes données pour un certain nombre de choses qui ont du sens pour moi. Moi, individu, moi, usager, moi, consommateur, moi, citoyen. Et puis, le VRM s'installe dans cet univers-là qui dit, une fois que les gens ont ces données et en font des choses pour eux, les gens ne vivent pas tout seuls. Les gens vivent dans la relation avec d'autres, dans la relation avec des organisations, dont bien sûr avec des entreprises, vivent dans le commerce au sens de la relation que je décrivais. Et donc il faut commencer à imaginer ce qu'est l'échange entre des individus équipés de leurs propres données, et vraisemblablement de systèmes qui vont leur permettre de gérer ces données et d'en faire quelque chose, qu'on va appeler par exemple un cloud personnel. C'est une des expressions qui se développe aujourd'hui. Cette relation avec, donc finalement la relation d'une sorte de système d'information d'individus, avec les systèmes d'information des entreprises. Pourquoi, comment, dans quel contexte. Et c'est c'est cette place-là, finalement, que le VRM, sur lequel je vais revenir bien sûr plus en détail, occupe. Rapidement, quand on se dit en tant qu'individu, que diable pourrais-je faire de mes données? En réalité, il y a pas mal de choses, et ça commence à s'explorer. Je vous ferai part d'une expérimentation que nous venons de terminer, dont nous restituerons la semaine prochaine les résultats dans ce sens-là. Mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut vouloir tout simplement se faciliter un certain nombre de choses du quotidien. Si j'avais, sous forme de données, mes factures, mes papiers, mes garanties, mes contrats, etc., et que je pouvais éventuellement avoir des analyses automatiques pour les comparer, pour gérer des échéances, pour gérer des paiements, pour savoir ce à quoi j'ai droit, etc. Il y a toute une série des petits plaisirs de l'administration quotidienne dont je pourrais me passer et que je pourrais facilement confier à des logiciels extérieurs. C'est ce qu'essaye le tout petit marché aujourd'hui des coffres-forts personnels, des coffres-forts électroniques. Il y a évidemment la dimension de contrôle. Il ne faut jamais la négliger. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'on ne voulait pas apprendre à conduire seulement pour savoir boucler sa ceinture de sécurité qu'il ne faut pas la boucler. Et donc, de pouvoir, en ayant connaissance de ces données, mieux les tracer, mieux gérer ce que l'on accepte ou pas de dévoiler et dans quelles conditions à tel acteur qui peut en avoir besoin, y compris pour des raisons tout à fait légitimes, bien sûr, pour faire quelque chose qui a du sens pour moi, ben voilà, de pouvoir donc contrôler ça, en suivre un petit peu le destin. Il y a des manières, quand les données viennent de nous, quand nous sommes à l'origine de nos données, il y a un peu plus de manières d'en tracer ensuite le devenir, y compris en installant des petites variations, des petites erreurs. Il y a toute une série de manières de le faire. Mais il y a aussi des choses qui peuvent avoir de la valeur, d'ailleurs, pour les entreprises. Si j'ai mes données,
et que j'ai confiance dans une entreprise, je peux lui permettre de s'abonner à certaines de ces informations et de les mettre à jour toutes seules, alors que vous savez très bien que tout ce qui n'est pas directement issu de vos transactions avec un client est dans vos bases de données d'une valeur relativement basse et qui se dégrade très très vite. Pourquoi? Parce que les clients n'ont aucun intérêt particulier à ce que vous ayez l'information à jour, voire même de temps en temps, il a plutôt intérêt à ce que vous ne l'ayez pas à jour. Et donc, ces informations sont, vous le savez tous, d'assez mauvaise qualité. Il y avait tout le champ de la connaissance de soi dont on a parlé. Il y a éventuellement le champ de ce qu'on pourrait appeler la consommation en conscience ou des pratiques en conscience. Tout simplement, aujourd'hui, si vous faites le choix, si vous décidez de devenir un consommateur responsable, quelle que soit l'acception de responsable que vous aurez, vous c'est bio, vous c'est équitable, vous c'est la réduction de l'empreinte carbone de votre consommation, aujourd'hui c'est effroyablement difficile au quotidien, vous ne pouvez pas le faire, si vous n'avez pas que ça à faire. Si demain vous avez, avec par exemple le partenaire Intermarché avec lequel on a travaillé, la possibilité d'avoir sous forme de données l'ensemble de vos achats de produits et de vos déplacements, etc. Le fait de pouvoir dire quelles seraient les alternatives qui correspondraient mieux à mes valeurs devient quelque chose d'extrêmement facile. Qu'est-ce que ça me coûterait? Quelles seraient les contraintes qu'il faudrait que j'accepte pour le faire? Ça devient facile, ça devient praticable au quotidien. Il y a tout le champ de l'aide à la décision. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que l'aide à la décision sur la base des données. Et puis, il peut y avoir aussi un champ de la contribution. Un exemple assez simple, aujourd'hui, le modèle économique d'un des grands réseaux de patients américains, donc qui s'adresse aux personnes qui vivent avec une maladie chronique, Patients Like Me, est fondé sur le fait de pouvoir s'appuyer sur la confiance de ces acteurs pour leur poser des questions et pour mener des enquêtes, des études cliniques qui ne sont pas possibles autrement. Par exemple, sur les posologies atypiques, les gens qui prennent 5 fois plus de la dose de tel médicament que la dose prescrite normalement. Vous ne pouvez pas faire un échantillon à qui vous allez filer ça, ce n'est pas possible. Mais il se trouve qu'ils existent sur le marché et qu'ils existent en milliers. Et donc, ils savent le faire, ils savent obtenir ce type de contribution. Donc, on a une valeur pour les individus, on a une valeur pour les entreprises. Je vous en ai donné déjà quelques exemples, on va continuer autour de ça. Petit message quand même, ce n'est pas qu'une idée bizarre de la FING, c'est une idée qui traîne dans un certain nombre de domaines et même qui s'active dans un certain nombre de pays. Le projet gouvernemental MyData du gouvernement de David Cameron est centré autour de cette idée à rassembler 25 entreprises pour effectivement aller vers la restitution des données, alors dans une perspective qui est celle de ce gouvernement-là, donc complètement consommation, complètement concurrence. Nous pensons qu'il y a matière à faire plus large que ça, à travailler sur des champs d'usage et d'empowerment des individus beaucoup plus larges que ça. C'est d'ailleurs ce que font les Américains. Les Américains ont aujourd'hui des initiatives sectorielles. Le Blue Button sur la restitution du dossier médical, aujourd'hui expérimenté autour de l'assurance santé des anciens combattants, des vétérans. Mais comme vous le savez, si vous regardez de temps en temps la télévision, il y a beaucoup d'anciens combattants aux États-Unis. Ils sont jeunes, ils font des études avant ou après, ils ont un pouvoir d'achat, donc ils sont très nombreux. Mais c'est aujourd'hui également actif autour de Medicare et d'un certain nombre d'autres assurances santé. Donc vous avez plusieurs dizaines de millions d'Américains qui ont, au travers d'un bouton standardisé, avec, et je ne sais pas comment ils l'ont fait, avec des standards du côté de la description des données, dans un univers beaucoup plus divers que le nôtre, la possibilité de récupérer de manière standardisée les données de leur dossier de santé. Et de pouvoir ensuite jouer avec, entre guillemets, au travers d'applications, etc. Même chose sur les données de consommation d'énergie, et même chose en cours sur les données de formation et de carrière. Je passe sur les dimensions un peu juridiques, mais enfin, on a aussi des dynamiques réglementaires qui vont dans ce sens-là pour passer un tout petit peu de temps sur le sujet spécifique du VRM. D'abord, d'où ça vient, VRM, et de qui ça vient, parce que c'est quand même important, à tout seigneur, tout honneur. Il y a quelqu'un dont vraisemblablement peu d'entre vous, sauf si vous vous intéressez beaucoup aux logiciels libres, connaissent le nom, qui s'appelle Doc Searls. Doc Searls, c'est à la fois effectivement un type qui suit depuis très longtemps comme journaliste, consultant, conférencier, gourou, etc., l'univers du logiciel libre avec une dimension assez business aux États-Unis. Mais c'est aussi l'un des co-auteurs d'un texte tout à fait passionnant, y compris parce que écrit il y a 15 ans maintenant,
il reste vraiment d'actualité, qui s'appelle le Clue Train Manifesto, le manifeste des évidences, 99 thèses sur le marketing à l'ère numérique. Lisez-le, vous verrez, c'est marrant, c'est foutraque, c'est fait n'importe comment, c'est vachement intéressant et c'est très vrai. Et par contre, vous connaissez vraisemblablement la première phrase, qui est « Les marchés sont des conversations ». C'est sa première phrase. Les marchés sont des conversations. Et ce qui est intéressant, en fait, pour revenir à tout ce que je disais au départ, c'est que alors, vous vous remettez 100 ans en arrière, vous allez sur un marché, aux bestiaux par exemple, et vous allez dire doctement à quelqu'un « les marchés sont des conversations ». Il va dire « merci, c'est gentil de me l'apprendre. C'est ce que je fais tout le temps. On passe notre temps à négocier, à discuter, etc. » Mais on a besoin de le rappeler, parce que les marchés ne sont plus des conversations. Parce que nous avons, en industrialisant la relation client, cassé la conversation. Nous avons cherché à accumuler tellement d'informations, tellement de connaissances sur le client, que pourquoi diable devrions-nous lui parler, puisqu'on sait déjà tout. Et que quand on lui parle, il n'est pas clair, et même il change d'avis, et même il négocie, il fait des trucs compliqués, c'est bien plus simple si on n'a pas à lui parler. Et quelles entreprises ici n'ont pas, depuis 10 ans, mis en place des dispositifs pour éviter à tout prix de parler à leurs consommateurs, en tout cas pour celles d'entre vous qui vous adressez à des consommateurs, évidemment. Pensez simplement au plaisir anticipé que vous avez quand vous vous dites « il va falloir que j'appelle le call center de… ». Voilà, et vous avez tout compris. Vous savez tous que vous allez vivre une expérience client désastreuse. Vous savez tous que la personne en face de vous, enfin en face de vous, si quand vous avez passé les 25 trucs, vous êtes sûr que vous voulez vraiment parler à quelqu'un? Non, mais parce que vraiment, on aimerait mieux que pas, etc. Si, bon, voilà, un opérateur, vous êtes sûr que cette personne va vivre une expérience désastreuse également. Parce que cette personne, elle aimerait peut-être bien vous servir. La plupart des gens ont envie de faire un bon boulot, mais ils ont un script, ils ont une horloge, ils ont un superviseur qui va les engueuler parce que ça fait la 3e fois qu'ils dépassent le temps. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, vous vivez une mauvaise expérience face à quelqu'un qui vit une mauvaise expérience. Évidemment, ce n'est pas très bon. L'idée, c'est donc de dire il ne faut surtout pas revenir sur le fait que nous sommes sur des marchés électroniques et qu'on essaie d'en gagner tout ce que l'on peut en termes d'efficacité, de productivité, de personnalisation, d'agilité, etc. Il faut simplement réégaliser les possibilités, redonner du pouvoir, libérer au fond les clients. Et la phrase clé du VRM, c'est « des clients libres ont plus de valeur que des clients captifs ». Et donc, il faut donner aux consommateurs, voilà, tout ça est accessible évidemment sur le site du projet VRM, donc il faut redonner aux individus, dans un monde de data et de systèmes d'information, les conditions pour être des agents indépendants capables de s'appuyer sur leurs informations pour prendre des bonnes décisions en relation avec des entreprises, également agents indépendants. Les uns et les autres n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts, mais le principe du commerce, c'est justement de les rapprocher provisoirement pour pouvoir mener une transaction, et tout va bien. Et donc, on se focalise autour du VRM d'abord sur la prise de pouvoir, ou non pas la prise du pouvoir, mais le partage du pouvoir avec le client, et sur le fait pour le client de pouvoir être un acteur indépendant qui n'a pas besoin en permanence de demander l'accès à ces informations, de se couler dans les propositions faites ou pas faites par les entreprises. Vos clients savent, par exemple, quand vous avez des systèmes de tarification optimale, savent que vous les avez. Ils savent que le but, c'est de maximiser le profit et pas de les servir. Ils le disent dans les enquêtes aujourd'hui. C'est mauvais aujourd'hui pour le commerce. Donc, des clients libres ont plus de valeur que des clients captifs. Et donc, on imagine on essaye d'imaginer un certain nombre de scénarios, un certain nombre d'outils qui permettraient aux clients à la fois de disposer de leurs données, de gérer ces données et ensuite de les exposer dans des scénarios d'interaction avec les entreprises dont ils sont les maîtres. Et donc, sur la base d'un certain nombre d'outils qui sont à peine en train de s'expérimenter aujourd'hui. Nous avons, par exemple, je vous invite à regarder le lancement en cours à Londres le 23 juin, à Berlin un peu après, pas pour le moment à Paris, d'un réseau qui va gérer des formes d'identification fédérative, de cloud personnel standard, et donc avec la possibilité de passer de l'un à l'autre, et d'interaction sémantique standardisée entre les entreprises et ces clouds personnels, qui s'appelle le Respect Network, respectnetwork.quelque chose, vous trouverez.
c'est en train aujourd'hui de se lancer. Donc des outils personnels, des outils qui aident les clients à exprimer leurs intentions, c'est-à-dire effectivement la demande à pouvoir dire ce qu'elle veut et pas seulement attendre des messages descendants, des outils qui aident les clients à gérer du coup leurs données, leurs relations, l'historique de ces relations, et qui sont substituables portables, c'est-à-dire qu'ils ne créent pas une nouvelle dépendance. Il ne s'agit pas de dire « formidable, je vais pouvoir passer de la dépendance à BNP Paribas à la dépendance à Google, quel gain ?» Il s'agit de dire je redeviens un agent indépendant de l'ensemble des acteurs. L'un des scénarios canoniques pour raconter ça, dans un bouquin qui n'est pas le meilleur des bouquins, mais il y a des choses très intéressantes dedans, puis il y a un certain nombre de rappels sur le logiciel libre, etc., que vous avez lu 15 fois, mais qui s'appelle The Intention Economy, l'économie de l'intention. Serge nous raconte un certain nombre de cas, un cas relativement simple. Je vais changer de voiture, elle vieillit, dans les 6-9 mois, je vais en racheter une. Je ne suis pas pressé, ce n'est pas très grave, bon voilà, je me mets à l'écoute du marché. Je vais éventuellement, je suis prêt à exposer à quelqu'un qui pourrait m'aider à le chercher un certain nombre de choses, qui conduit cette voiture, pourquoi faire, où elle couche, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, etc., etc. Mais je ne veux pas forcément l'exposer sous mon nom. Voilà. Est-ce qu'il y a un acteur qui me représente moi, qui ne me représente vraiment moi, c'est-à-dire qui n'a pas des accords avec 3 marques sur lesquelles il marche plus ou moins et donc qui va me faire des propositions, comme une agence de voyage en ligne aujourd'hui, mais qui me représente vraiment moi et qui est capable d'exposer sur le marché de manière anonymisée ces données-là, qu'en principe je ne donnerai à personne avec ce niveau de détail, pour que le marché puisse me faire des propositions au fur et à mesure, quand elles arrivent, quand elles deviennent disponibles, et que voilà, j'ai manifesté ma disponibilité ou mon intention un peu plus précise. Si par exemple mon objectif c'est de construire l'intégralité d'un voyage aujourd'hui, vous ne pouvez pas là aussi dire voilà exactement où je veux aller, qui va y aller, à combien on sera, ce qu'on aime, les programmes de fidélité dans lesquels on est, si c'est important pour nous de les activer ou pas de les activer. Ce qu'on aime culturellement, etc. Allez, faites-nous des propositions. Non, il va falloir que vous alliez dans telle agence, qui a des accords avec tel réseau d'hôtels, avec telles compagnies aériennes, etc. Et donc, évidemment, vous êtes en permanence en train de vous demander, et puis ce ne sera jamais d'ailleurs aussi simple non plus, mais vous êtes en permanence en train de vous demander qui, finalement, est gagnant, et si c'est en tout cas, c'est vous qui êtes à la tête de ça. Donc, voilà un peu ce qu'il y a derrière les principes du VRM. Je vais quand même vous dire que tout cela est donc très émergent, encore très complexe. Le VRM, en tout cas, n'est qu'une partie d'un ensemble qui commence à se nommer. Alors nous le nommons self-data, d'autres le nomment d'autres manières, l'écosystème des données personnelles. C'est un peu comme ça aujourd'hui aussi que le Forum économique mondial, qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là, qui s'y intéresse visiblement pas mal, le nomme. Il y a pas mal de gens qui travaillent dans des univers proches, par exemple sur les questions d'identité fédérative, qui sont très importantes. Il va falloir qu'on puisse reconnaître un client, un individu à peu près de la même manière au travers de différents systèmes d'information, au travers évidemment de sujets de sécurité, de sujets d'organisation de cet écosystème, physique même de cet écosystème de données. Quand on dit un cloud personnel, est-ce que ça veut dire que les données migrent toutes depuis les systèmes d'information, les vôtres par exemple, vers mon système d'information, ou est-ce qu'elles sont simplement accessibles dans vos systèmes d'information de telle ou telle manière? Enfin, il y a encore beaucoup de questions qui sont posées et travaillées autour de ça. Je voudrais juste partager avec vous très vite, parce qu'il doit me rester à peu près 5 minutes, une expérimentation concrète menée en France. Je vous ai parlé des États-Unis, du Royaume-Uni. Le 3e pays, il n'y en a pas d'autres aujourd'hui dans lesquels on expérimente ça, donc c'est quand même une opportunité aussi. C'est la France, au travers de ce projet Mes Infos, que nous pilotons avec un certain nombre de grandes entreprises qui ont décidé d'accepter ce test qui consistait à prendre 300 consommateurs, un panel construit comme un vrai panel, et de les toper dans les bases de données et de leur restituer les données que les entreprises, donc AXA, 3 banques, un distributeur, Orange, Google d'une manière un petit peu différente, disposaient sur eux. Donc, on les a modélisés, voilà, vous avez les petites cartes qui décrivent ces données qu'on a utilisées dans des ateliers créatifs, etc. Mais on les a modélisés pour de vrai. On les a effectivement rapatriés dans un cloud personnel créé par une petite entreprise qui s'appelle
Cozy Cloud, qui aujourd'hui, enfin, il y a 1 ou 2 semaines, vient de conclure une première levée de fonds très prometteuse, mais à l'époque, on n'en était pas là. Elle n'en était pas là, en tout cas, puis je n'en suis pas actionnaire. Donc ces données ont migré là, et on a travaillé avec les gens quand ils ont vu ces données, mais elles étaient extrêmement brutes, elles sortaient telles que des systèmes d'information. Hein. Donc on prenait ce que AXA avait sur le contrat habitat et responsabilité civile, et ram, on le documentait évidemment, et puis pouf, on le balançait. C'était pas très facile à lire, et donc la troisième dimension de cette expérimentation, c'était d'animer une dynamique de création, de conception et de création de services qui s'adressaient aux individus, non pas aux entreprises, mais aux individus, autour de ces données-là. Donc, quand un individu est à la tête de ces informations, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme service qui pourrait avoir du sens pour eux? Et est-ce qu'on peut en tester un certain nombre pour voir si effectivement ça fait sens, si effectivement ils en tirent des choses intéressantes, si effectivement aussi ça change leur relation avec les entreprises qui leur ont restitué ces informations. Hein. Est-ce que ça les rend plus inquiets? Est-ce que ça les rend plus confiants? Est-ce que ça les rapproche? Est-ce que ça les éloigne? Est-ce que ça fait autre chose de tout à fait inattendu? Alors, ce qui est en tout cas satisfaisant, c'est que, je ne vais pas évidemment avoir le temps de vous décrire tout, mais c'est que, en faisant appel à la créativité à la fois de start-up, de grandes entreprises, de communautés de développeurs, d'étudiants en design, en multimédia, en informatique, etc., on s'est aperçu que quand on commençait à imaginer un contexte de ce type-là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. On a fait un petit concours, on a 11 applications qui sont candidatées à ce concours, on en a développé 5 autres en plus, donc qui là ont été mises en face des testeurs. Il y a une quarantaine de scénarios de services donc, qui n'ont pas été développés, il y avait 6 mois pour le faire, les gens n'ont pas forcément la compétence, mais qui ont été au moins racontés, scénarisés, modélisés, etc. Donc, il y a beaucoup, et ça, c'était juste comme ça, avec assez peu de moyens. Donc, on dit que si on commence à déclencher un petit peu la machine à idées, elle peut nous porter relativement loin. Alors, ça va depuis des choses très, très simples, hein, dans lesquelles on va pouvoir retrouver à partir du ticket de caisse, de faire des visualisations assez simples, aller le croiser avec des bases de données externes, par exemple publiques. Vous avez un projet très intéressant qui s'appelle Open Food Facts, dans lesquels ce sont des consommateurs qui réunissent de l'information à partir des packaging et d'autres sur les caractéristiques et les composantes des produits alimentaires industriels et qui en font une grande base de données. Et donc, évidemment, on s'interconnectait avec elles. Et puis, on avait un certain nombre de concepts un peu plus riches. Par exemple, celui de 2 designeuses, futures designeuses de Strat College, autour de l'historique de ces relations et de ces amitiés, de leur représentation. Évidemment, des choses autour du déplacement et de formes de coaching, de mobilité, etc. C'est une première, puisque normalement les leçons, mais plus détaillées, seront partagées uniquement lundi prochain, mais enfin quand même quelques éléments de ce qu'on a appris de cette expérimentation. Le premier élément, je vous l'ai dit, c'est que le potentiel en termes de nouveaux services, quand on imagine que ce n'est pas seulement vous, chacun dans vos silos, qui avez les données, mais l'individu qui dispose des données, alors les vôtres d'entreprise, mais bien sûr, on peut imaginer que ce soit aussi des données administratives, que ce soit les données qu'il produit lui-même ou qu'il capte lui-même. Le potentiel de service destiné aux individus est immense, même en se fixant un certain nombre de contraintes qui sont évidemment indispensables. Cette expérimentation s'est faite avec la CNIL, avec son soutien et sous sa vigilance. Il ne s'agit pas de dire « super, les individus ont tout rassemblé, donc on va enfin pouvoir, nous, entreprises, faire ce qui nous était interdit jusqu'ici, c'est-à-dire tout croiser avec tout ». Le croisement ne peut se faire que si un service se propose à un individu qui décide d'activer ce service parce qu'il y trouve une valeur pour lui. Et ça marchera individu par individu. Donc vous n'avez pas accès à une grande base de données miraculeuse. Heureusement d'ailleurs en termes de sécurité aussi. Mais même dans cette contrainte-là, en disant il ne peut s'agir que de services activables par les individus qui doivent avoir une valeur pour eux et qui donc fonctionnent, dont ils sont le point de départ et le point d'arrivée, il y a énormément de choses à faire et nous n'avons fait que gratter la surface, heureusement. Les Anglais font la même chose, les Américains font la même chose, donc ça commence à s'enrichir et on échange beaucoup avec eux.
Deuxième élément, évidemment, les systèmes d'information, au sens large, ne sont clairement pas prêts à faire une chose pareille. Et même avec 300 consommateurs, de pouvoir retrouver un consommateur quand on connaît un truc pourtant normalement aussi évident que son état civil, son adresse, son numéro de téléphone et son email, c'est pas simple. De pouvoir le retrouver dans plusieurs endroits du système d'information d'une même entreprise, c'est pas simple non plus. De pouvoir aller récupérer, rassembler ces données-là autour de ce consommateur en n'ayant par exemple qu'une seule identification de cet individu qu'ensuite on va anonymiser, ça n'est pas simple non plus. De mettre à jour ça non plus. Les systèmes d'information ne sont juste pas faits pour ça. Alors ils sont plus ou moins avancés. Dans certains cas, vous avez une vision d'ensemble de votre relation avec un individu. Dans pas mal de cas, vous ne l'avez pas. Et en tout cas, elle n'est pas faite pour sortir en direction de cet individu dans la plupart des cas. Et surtout, le jour où vous aurez vos quelques millions de clients qui feront des requêtes régulièrement pour aller obtenir telle ou telle information ou mettre à jour leur propre base de données ou vous envoyer des mises à jour, alors là, vous n'avez pas, pour le moment, en tout cas, mis en place ce scénario. Ce n'est pas un reproche. Personne ne l'a fait. Ça n'était juste pas dans l'idée. Ça n'était ni dans l'idée des concepteurs des systèmes, ni dans l'idée des concepteurs des logiciels, ni dans l'idée du législateur qui, quelque part, travaille depuis 1978, et à juste titre, pendant longtemps, en tout cas, autour de l'idée que seules les organisations ont les moyens économiques et techniques de stocker et de traiter de l'information. Sauf qu'évidemment, cette idée est fausse, désormais. Elle ne l'était pas, elle l'est désormais. Aujourd'hui, nous avons tous bien plus que les moyens dont nous avons besoin pour traiter nos propres données, pour stocker, produire, gérer, traiter, communiquer, sécuriser nos propres données. Mais les systèmes d'information sont loin d'être prêts, et il manque plein d'autres choses, évidemment. Il manque des standards, il manque... bon, voilà. Troisième leçon apprise de cette expérimentation, les gens sont à la fois extrêmement sensibles à cette idée qu'ils vont pouvoir récupérer leurs données, les voir, en faire quelque chose. Quand on leur dit ça, ils disent que c'est formidable et ils nous expliquent comment cela répond à un certain nombre de leurs inquiétudes. Et en même temps, ceci se situe un peu comme le café du commerce dont je vous parlais au tout début, quand on se parle entre nous, dans les dîners en ville, etc., qu'on dit « oh là là, on est fiché », tout ça. Ça se situe sur un plan très abstrait, assez loin du plan de la vie concrète, de la décision pratique, courante, et vraiment, d'un point de vue cognitif, on n'est pas sur le même plan. Et ça, c'est bien. Mais une donnée, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi, quand je lis tous ces trucs, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Comme ça, au fond, les gens n'ont pas, aujourd'hui, ne se lèvent pas le matin non plus en rêvant d'interagir avec leurs données. Ce qui les intéresse, c'est évidemment des scénarios beaucoup plus pratiques. C'est du service, c'est des outils, c'est des possibilités nouvelles. C'est des choses qui vont leur faciliter la vie, leur donner un pouvoir supplémentaire sur quelque chose qui a vraiment du sens pour eux, les faire rentrer en relation avec quelqu'un ou une entreprise qui fonctionne pour eux. Donc, ce sont vraiment des usages et des choses relativement pratiques. Ça paraît naturel, mais c'était aujourd'hui confirmé. Le chemin des individus vers les données, vers leurs données, est un chemin qui sera d'abord un chemin d'application et de service. Et évidemment, dernier point, nous avons mis en place un dispositif qui avait un objectif et un seul, qui était de valider la valeur d'usage des données pour les individus. Ceci est globalement validé. Pour autant, si on veut continuer la continuation de ces expérimentations, et c'est ma conclusion, la continuation de ces expérimentations ne peut plus se faire en bocal. Ne serait-ce que parce que quand vous demandez à une start-up et même à une grande entreprise de dire « bon, alors on fait une expérimentation, il y a 300 personnes, mais la mise en marché, on verra plus tard, c'est dans 3-4 ans, etc. » Ce n'est pas vraiment le moment aujourd'hui où on peut être sur des choses aussi expérimentales que ça, dans lesquelles la perspective de marché est aussi lointaine que ça. C'est difficile, c'est encore plus difficile évidemment pour une start-up pour lesquelles 2 ans, c'est une espèce d'infinité. 1 an même, c'est parfois une espèce d'infinité, c'est normal. Et donc, les étapes suivantes, c'est plutôt justement d'aller s'appuyer, d'aller travailler, épouser les vagues qui existent. Les coffres-forts, les blue buttons, les quantifications de soi, les initiatives du Crédit Agricole autour du CA Store, toute une série de projets de ce type-là, sur des vrais marchés,
sur des objectifs peut-être plus restreints, mais plus multiples, de fédérer un peu l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce champ-là, en disant, au fond, on travaille tous un peu dans la même direction. On travaille tous dans la direction de créer cet univers dans lequel les individus ne sont plus tout seuls face à une organisation qui essaye de tout savoir et qui essaye d'être capable à la fois d'être plus sachante et plus connaissante, plus capable de tirer toute une série d'inférences à partir des informations dont elle dispose, mais bien dans une interaction entre des acteurs indépendants, tous les deux dotés de bases d'informations, tous les deux dotés d'outils décisionnels et en capacité vraiment de se dire les uns et les autres ce qu'ils ont à se dire, ce qui nous semble être la manière de recréer les conditions d'un véritable commerce, d'un sain commerce, dans une société informatisée en conservant les bénéfices de la numérisation des échanges. C'est ça le sens du VRM et de ce que nous appelons, nous, le self-data et du projet Mesinfo, qui en est la manifestation en France. Merci. Une ou deux questions. Oui. Tu seras bref dans la réponse. Oui, oui, oui. Bonjour. N'y a-t-il pas un risque d'avoir toutes ces self-data concentrées, c'est-à-dire avoir une partie de ces données Orange, une partie de ces données AXA, elles sont peut-être pas recoupées, après les avoir toutes reconcentrées et les redonner à des nouvelles applications pour travailler dessus, est-ce pas réouvrir la boîte de Pandore? La réponse est oui, il y a un risque. Et évidemment, tous les acteurs dans ce domaine-là l'ont identifié depuis longtemps. C'est le risque. Si vous faites ça, même si vous le sécurisez à mort, évidemment, vous créez le pot de miel des pots de miel. Et donc, ce n'est pas possible. Comment on gère ce type de choses? Il y a plein de manières, et toutes s'expérimentent aujourd'hui. La première, c'est à nouveau de dire les données n'ont pas forcément toujours besoin de circuler, d'être rapatriées dans mon espace. Elles pourraient très bien continuer de vivre dans vos systèmes à vous, dès lors qu'il serait assez facile d'avoir des clés d'accès pour pouvoir faire des requêtes là-dessus. Le deuxième point, c'est que nos données n'ont pas forcément, ou même nos clés d'accès n'ont pas forcément besoin d'être toujours au même endroit. On peut avoir plusieurs clouds, on peut les éclater, on peut avoir des morceaux chez nous, des morceaux à différents endroits. Il y aura vraisemblablement des clouds sectoriels dans des domaines tels que la santé, par exemple. Le troisième élément, c'est que vraisemblablement, en tout cas c'est ce qu'essayait par exemple Cozy Cloud, il faudra qu'une partie des applications dont on parle s'exécute dans un environnement contrôlée par le consommateur, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas besoin de rapatrier physiquement les données, de dire croix de bois pour croix de fer, je les efface après pour faire le traitement, mais qu'éventuellement ce traitement puisse se faire autrement. Enfin, ce que fait le CA Store, c'est aussi de gérer des formes d'anonymisation dont on connaît les limites, mais qui font quand même que pour un certain nombre de traitements relativement limités, on ne tire pas tant d'informations pertinentes que ça. Donc voilà, il y a plein de pistes qui se travaillent là-dessus, comme dans d'autres domaines de l'informatique, mais c'est certainement pas, en tout cas, en disant on va tout mettre dans le même endroit et puis on va le boucler parce que comme ça les pirates pourront pas rentrer. Ça, non. Une dernière question là-bas, vous avez le micro. Bonjour. Bonjour. Dans l'expérimentation dont vous avez parlé, donc vous avez dit qu'il y avait des nouveaux services qui ont été développés et une nouvelle valeur d'usage, mais est-ce que ça a vraiment démontré justement l'intérêt de la transversalité, c'est-à-dire du regroupement de données qui viennent de différents acteurs? Vous avez parlé de Habitat. Dans l'exemple que vous avez cité sur mes courses, on pourrait croire que c'est une nouvelle valeur qui est un peu bilatérale entre le distributeur. Alors, dans l'exemple sur les courses, il y a une première transversalité très limitée qui est entre des données privées et des données publiques, une base de données publiques. C'est déjà ça. Vous avez raison, c'est la partie aujourd'hui la plus difficile, sur laquelle il y a un certain nombre d'exemples, et on voit bien que plus les scénarios croisent, plus la valeur ajoutée pour les individus est grande, mais dans les applications qui ont été développées là, y compris parce que le temps était limité, les ressources étaient limitées, etc., il n'y en a pas suffisamment. Donc c'est ce qui reste en effet largement à explorer. Nous avons aussi
travaillé et pas réussi dans un premier temps, en tout cas, à rassembler 2 types de données qui nous paraissaient absolument essentielles. Des données de mobilité, alors on en avait au travers de la géoloc, mais pas des transports. Ça, on n'y a pas réussi. Et des données sur la consommation d'énergie, où on y est arrivé avec eco-metering, mais très tard dans l'expérimentation, donc en pouvant jouer sur des scénarios et pas sur des vrais développements. Mais quand on a commencé à rajouter ces données-là dans des scénarios, on a fait un atelier il y a un petit mois, sont sortis à ce moment-là des applications qui étaient déjà, enfin des concepts d'applications qui étaient déjà pas mal plus riches. Tout ça sera publié, hein, donc vous pourrez accéder à l'ensemble de ces résultats. Donc, merci beaucoup, cher Daniel, et vivement la semaine prochaine pour tous les résultats.